Bonsoir à tous. Le Club de Charles ce soir, une émission proposée avec Jean-Philippe Vaillant, préparateur mental reconnu dans le domaine du golf, notamment ce qui nous intéresse ce soir, mais également du tennis. Je vous lance un petit jingle et je suis à vous tout de suite après. Bon, encore une fois, ce jingle, décidément, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est pas très grave. Bonsoir Jean-Philippe, ça va? Bonsoir Charles, ça va. Bon, alors, écoute, je suis ravi de t'accueillir ce soir. On a eu l'occasion de travailler ensemble pendant quelques temps à l'époque où j'essayais de me débrouiller au golf. Ouais. C'était super intéressant. Dernièrement, ton actualité, c'est un nouveau livre. Tu en Ouais. as déjà écrit quelques-uns dans le tennis, dans le golf notamment. Pour cette émission, donc petit déroulé, donc petit rappel, n'hésitez pas à liker, partager l'émission et abonnez-vous à MyGolf Media. On vous propose tout un tas de sujets inédits et on essaye d'aborder les choses un petit peu autrement. C'est un média indépendant, donc on a besoin de vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, j'ai fait ma pub. Alors, préparation mentale. Donc, Jean-Philippe, préparateur mental depuis maintenant pas mal d'années. Tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, On a malheureusement. l'habitude de commencer l'émission par une petite citation. Et donc, on peut commencer à un petit peu discuter de tout ça. Le but du golf est de battre quelqu'un. Assurez-vous que ce quelqu'un n'est pas vous-même. Bobby Jones. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit de tout ça? C'est moi qui dois répondre. Voilà, ouais, t'es tout seul. Bon, bah déjà, je ne sais pas quand il a dit ça, mais ça doit être genre 1920. Donc, déjà, il connaissait l'importance du mental dans ce jeu. Donc, bah, ça serait bien que la plupart des gens en soient conscients. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de l'importance de leurs émotions et l'importance éventuellement de leurs croyances à propos du golf et, euh, et de l'influence de ces émotions sur leur score. Bah je pense que c'est une chose sûre. Alors après, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais disons qu'il y a un certain nombre de choses que tu décortiques très très bien, je trouve, dans ton livre sur ces sujets-là, justement qu'on va appeler idées reçues. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est assez bluffant comme l'être humain, le golfeur en l'occurrence, peut se cacher derrière tout un tas de prétextes pour pas aborder ce sujet-là qui est primordial finalement. Bah oui, oui, mais c'est plus facile d'aller travailler son swing ou son physique parce que ça a quelque chose de concret, quoi. Euh, Travailler ce qui se passe dans sa tête, c'est moins évident, quoi. Mais si on regarde bien, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Euh, Ouais, ça demande un petit effort, quoi. Ça demande d'aller un peu puiser dans des ressources inhabituelles, en fait, dans un mouvement technique, tu vois, comme le golf. Oui, mais c'est vraiment le sujet de mon dernier livre. C'est que, en fait, ça démarre d'abord par une conviction. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, j'ai eu plein de golfeurs, entre guillemets, à petit niveau, quoi, qui venaient me voir, qui, en travaillant des choses très concrètes dans leur routine, dans leur façon d'aborder les coups, le parcours et tout ça, se mettaient à très bien jouer.
Et puis, à la fin de la séance du coaching, il me disait, bon, c'est très bien votre truc, mais je reviendrai quand j'aurai une bonne technique. Et moi, ça m'a toujours étonné, quoi. Parce que je me disais, mais il vient de jouer beaucoup mieux. Il vient de faire un score beaucoup plus intéressant que ce qu'il fait d'habitude. Et il me dit, oui, mais c'est pas le moment. Et là, je me suis toujours dit, mais pourquoi faudrait-il penser mal sous prétexte qu'on a une technique un peu moyenne, quoi. Mais ça serait mieux de penser bien, même si et surtout si la technique est moyenne. Tu vois, je leur disais, mais c'est dommage. Vous aviez bien joué. Et je pense que derrière ça, c'est vraiment le propos de mon livre, c'est qu'il y a des croyances. Il y a des croyances. Il faut une bonne technique. Je suis pas un fou. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les joueurs, quand je les abordais, ils me disaient, mais je suis pas fou. Je suis pas un malade mental, quoi. Et je leur disais, ben C'est le golf non. qui rend fou, hein, c'est pas. Oui, mais je crois que c'est la compétition qui rend fou. C'est pas seulement le golf, parce que les joueurs de tennis, ils me disaient la même chose. C'est Moi, j'ai une expérience, je ne citerai pas le nom, mais je travaillais avec un très très bon joueur de tennis, très connu, et j'ai reçu un coup de fil de son agent qui m'a dit en aucun cas tu fais savoir que tu travailles avec lui, quoi. C'est-à-dire que c'était à l'époque, hein, il y a longtemps, Oui. mais il fallait pas que ça se sache, quoi. Ouais, on sait jamais. Peut-être qu'il va passer pour un cinglé, avoir Ah ouais, un ouais, ouais, préparateur. ouais. Enfin, là, pour le coup, un préparateur mental. Là, pour le coup, pas forcément un psy, tu vois. Oui, non, mais là, bon, à l'époque, c'était limite mal vu, quoi. Ouais. Après, c'est plus limite mal vu, c'est que ça n'intéresse, en fait, ça n'intéressait que les pros. Voilà. Pendant des années, j'ai travaillé qu'avec des professionnels, dont toi, par exemple. Hmm. Mais les joueurs amateurs, non, ça leur venait pas à l'idée, quoi. J'ai toujours trouvé ça étrange, parce que tout le monde connaît l'impact des émotions sur nos performances. Je sais pas, tu prends quelqu'un qui va faire une intervention en entreprise, qui doit parler devant 50 personnes. Il y a des gens qui paniquent à mort, quoi, de faire ça. Ils vont perdre tous leurs moyens. Et puis, il y a un nombre de gens qui vont passer leur bac et qui sont terrorisés. Donc, Ouais. tout le monde sait que c'est, mais pas vraiment dans le golf et pas vraiment dans le sport, quoi. Ah, c'est ouais, tout un cheminement. Et Ben oui. avant d'aller plus loin, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, savoir un petit peu bah, qui tu es, comment tu t'es retrouvé à faire de la préparation mentale et Ah, alors, bah, je vais faire pleurer un peu dans les chaumières, mais c'est pas grave. Euh, En fait, j'étais musicien professionnel, moi, dans une autre vie. Et j'écrivais des musiques de pub et des petites musiques de films et des arrangements pour des chanteurs de variété. Donc j'avais passé toute mon enfance, ma jeunesse à travailler la musique. D'ailleurs, entre guillemets, tout ce que je sais sur le sport, c'est la musique qui me l'a appris, hein, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'impact des émotions sur quelqu'un qui joue du piano est aussi importante que. En fait, le, le- l'impact des émotions sur les performances, c'est surtout lié au sport d'adresse. Les sports d'adresse sont très impactés par les émotions. Donc la musique, c'est pareil, c'est un sport d'adresse, hein. C'est-à-dire, voilà. Et donc, j'étais bien tranquille musicien. Et puis, j'ai ma première fille qui est née. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle était autiste. Et donc, j'ai commencé Je me suis dit, mais comment je pourrais l'aider, quoi. Et j'ai commencé à faire tout un tas de formations de style sophrologie, PNL, hypnose, tous ces trucs-là, quoi, et, analyse transactionnelle et d'autres, pour pouvoir l'aider, quoi. Et puis petit à petit, je me suis retrouvé à travailler avec des sportifs. Je ne sais pas trop
ça s'est goupillé, mais en fait, j'ai commencé par le tennis, alors que je jouais déjà au golf. Mais j'ai commencé par le tennis et je suis allé voir chaque ligue de tennis en France. Je savais qu'il y avait une réunion annuelle de tous les profs de chaque région. Et donc, je demandais au CTR de chaque ligue, est-ce que je pourrais intervenir pendant pour montrer ce que je fais, quoi. Et puis, à l'époque, je proposais des petites formations de 2 jours. C'était des initiations, c'était pour leur montrer de quoi il s'agissait. Et puis, très vite, bah, les gens qui étaient intéressés, qui venaient me voir, ils me disaient, bon, bah, c'est bien joli tes formations de 2 jours, mais on ne sait rien foutre au bout de 2 jours. Et donc, ils ont commencé à m'envoyer des joueurs. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, Et, super intéressant. ah bah oui, oui. Le cheminement et le pourquoi du comment. Et après, bon, le hasard un peu de la vie qui t'emmène dans le tennis. Et puis après, le golf. Alors, le golf, comment, Oh bah, quel le est le. golf, oh bah, j'ai fait pareil dans le golf, hein, sauf que c'est moins structuré que le tennis. Donc, il n'y avait pas toutes ces réunions et tout ça, mais petit à petit, comme je jouais moi-même au golf, j'ai commencé à travailler. J'ai une anecdote assez intéressante que je cite dans mon livre. Le premier golfeur pro avec lequel j'ai bossé m'a dit un truc dont je me souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, voilà, j'ai 28 ans, je m'entraîne 8 heures par jour, je suis un bien meilleur golfeur que j'étais à 17 ans, sauf que si je jouais contre lui, si je jouais contre le joueur que j'étais à 17 ans, je prendrais une raclée. Dommage. Oui, mais c'était très intéressant parce que le mec, il me dit, je suis un meilleur golfeur à tout point de vue. Je suis meilleur techniquement, je suis meilleur stratégiquement, je suis meilleur physiquement, je suis meilleur à tout point de vue. Et pourtant, ce mot me battrait, quoi. Et effectivement, il me disait, je fais des scores moins bons maintenant que je le faisais à 17 ans quand j'étais naïf, quoi. Et que je m'amusais. Ouais, la naïveté, élément important. Alors, Oh, bah oui. je te coupe une seconde juste pour. Donc, on a des personnes qui nous suivent. Donc, complètement d'accord, ma Golf Media. Donc, j'imagine. Salut Laurent. Euh, Agostini, qui est le rédacteur en chef de ma Golf Media, donc qui suit l'émission, qui nous dit à la suite de ça, depuis des années, les articles sur le mental ont plus de mal à retenir l'attention des golfeurs, alors que c'est bien plus important que comment ne pas faire du slice. Alors le ne pas, on y reviendra peut-être à un moment, mais qui peut être un bout de solution. Mais en tout cas, ouais, effectivement, je pense que malheureusement, le mental fait peur, un peu comme tu le disais tout à l'heure. Il y a un côté un peu, je suis pas fou, quoi. Oui, de moins en moins quand même, hein. Moi, quand j'ai commencé il y a des années, malheureusement, ça fait trop longtemps, mais bon, c'était vraiment un troisième roue du carrosse, hein, je veux dire, la technique, le physique. Mais quand j'ai commencé, par exemple dans le tennis, le physique, ça n'existait pas. Travailler la prépa physique dans le tennis, ça n'existait pas. Alors dans le golf, j'en parle même pas. Voilà. Et puis progressivement, quand même, les préparateurs physiques, il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de préparateurs mentaux. Je peux vous en parler parce que j'en forme beaucoup. Donc il Ouais. y en a de plus en plus. Et tant mieux, tant mieux. Maintenant, ça serait bien que la Fédé nous aide un peu, quoi. Euh, Ah, ça, encore un autre sujet. oui, Euh, on va mais pas, bon, on va pas ça, aborder, on va pas c'est pas l'aborder. forcément le moment. Non, non. Alors, salut Sébastien, qui nous suit régulièrement. Donc, le mental au golf, est-ce apprendre à duper son cerveau? Bah, bien au contraire. Ah, Bien au contraire. Duper, je sais comment, ça serait se mentir à soi-même, c'est ça que Sébastien veut dire. faudrait que Sébastien, ouais, réagisse, mais duper, oui, enfin duper son cerveau, en tout cas essayer de le hacker, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais essayer de le tromper, mais bah ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est tromper son cerveau, se tromper soi-même du coup. C'est un peu Bah, embêtant, ça, non? moi, je dirais que ne pas travailler mentalement, c'est duper son cerveau. C'est parce qu'il y a tout un tas de convictions, d'idées reçues, de croyances à propos du golf
qui sont vraiment très dupantes. Je peux te donner un exemple très clair. Hein, très clair. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour être concentré. Aucune. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que on est concentré à coup de volonté. Allez, j'y vais. C'est le genre de truc comme ça. Allez. Mais ça ne marche pas du tout comme ça, la concentration. J'ai formé tout un tas de profs dans plein de sports. Et à chaque fois, je leur demande, mais comment... D'abord, la première des choses, je leur dis, mais quel est l'ingrédient le plus important pour être performant dans un sport, quel qu'il soit? Tous les entraîneurs sont unanimes, il faut être concentré. Tous. Il faut être concentré sur son sujet. Sinon, mais c'est quoi la concentration? Eh ben oui, c'est ça. Et donc, je leur dis, ben bon, c'est si important, qui l'enseigne? Zéro réponse. Zéro réponse en 20 ans de formation. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est incroyable, quoi. Et puis, je leur demande, mais qui peut me donner une définition claire de qu'est-ce qui génère la concentration chez les êtres humains? J'ai eu zéro réponse aussi. C'est très rare que les gens puissent me dire, bah, pour me concentrer, voilà comment faire. Par contre, on entend les parents dire, mais concentre-toi, les entraîneurs, mais concentre-toi, comme si le joueur était coupable, surtout les petits, quoi. Allez, concentre-toi. Mais personne ne sait comment ça marche. Donc, c'est absolument pas duper le cerveau, c'est au contraire lui dire exactement ce qu'il faudrait faire pour être concentré. Ouais, c'est ça. Ben oui. En fait, la concentration, ça ne marche pas avec la volonté, ça marche avec l'intérêt qu'on porte aux choses. C'est parce qu'on est intéressé par quelque chose qu'il y a une fonction qu'on appelle l'attention qui va se mettre en route. Le gros problème de la concentration, c'est que ça marche tout le temps. En fait, on est tout le temps concentré. Par contre, on n'est pas forcément concentré sur la bonne chose au bon moment. Par exemple, moi, je considère qu'au golf, la seule chose qui soit vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est l'endroit où on veut envoyer la balle. C'est là-dessus qu'un golfeur doit être concentré. Maintenant, il y a 1000 sujets qui vont intéresser le golfeur, mais il n'y en a pas 1000 qui vont le rendre performant. Par exemple, un golfeur qui se met à l'adresse et qui regarde sa cible, il est super concentré sur la bonne chose, le bon objet, c'est-à-dire le bon objectif en fait. Objet, objectif, c'est le même mot. Mais entre le moment où il va regarder sa cible et le moment où il va jouer, il peut se passer 1000 trucs qui vont le concentrer. Par exemple, si quelqu'un fait du bruit tout bêtement, au moment où il monte son club, quelqu'un fait du bruit, pouf, son attention est dirigée vers le bruit. Du coup, terminer la cible, elle n'y est plus. Et je ne parle pas de la technique, parce que alors là c'est un gros sujet de concentration qui est vraiment très intéressant pour le golfeur. Sauf que le golfeur qui se met à l'adresse et qui se dit mets tes pieds comme ça, mets tes mains comme ça, monte ton club comme ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, jamais il pense à sa cible. Et en fait, il n'est pas en train de jouer au golf, il est en train de bien être concentré sur ce qu'il faudrait faire pour envoyer la balle. Ça ne marche pas très bien. C'est tout. Donc, c'est en aucun cas duper le cerveau, c'est au contraire aller vers ce qui est le plus simple et le plus efficace pour le cerveau. Voilà, mais c'est ça la routine. La routine devrait induire ça. Alors, on a Stéphane Rouleau. Bonsoir Stéphane, qui nous dit, j'imagine, sur le sujet de l'attention, la concentration, des moyens, le plaisir. Il nous dit la motivation. On a Sébastien qui définissait ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire tromper sa peur, sa crainte, non pas du tout forcément son cerveau. D'accord. Bah, oui, tromper sa peur. Moi, franchement, Sébastien, je préférerais la réduire, la peur. Et puis, il faut savoir aussi que la peur n'est pas forcément mauvaise. Par exemple, un sportif qui m'appelle avant sa compétition et qui me dit j'ai pas peur, en général, je suis relativement inquiet pour ses performances. Hein. Ouais. Donc, en fait, voilà, par exemple, il y a beaucoup de croyances à propos de la peur. Hein, il y a un truc qu'on appelle le système fight-flight. Le système fight-flight, c'est fuir et combattre. Et en fait, c'est lié à la peur, tout ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'un golfeur va se sentir en danger, alors après, on va déterminer ce qu'est un danger pour un golfeur. Hein.
parce que sa Mm. vie est pas en danger. Mais le danger pour un golfeur, c'est ne pas réussir, c'est l'échec. Mais à chaque fois qu'un golfeur se dit j'ai peur, il a deux choix. Son cerveau lui propose deux choix, soit tu fuis, soit tu combats. Dans 90%, il va fuir. Donc effectivement, quand il a peur et qu'il fuit, techniquement, ça donne un swing qui part vers l'arrière et puis il n'est pas engagé et du coup, techniquement, il n'est pas juste. Mais parfois la peur, elle est hyper favorisante, quoi. Bah, ça me fait un peu. Alors parfois, j'utilise un peu cette anecdote avec des élèves. Tu vois, je leur dis bon, quand tu vas jouer un coup de golf, c'est un peu comme si tu allais monter sur le ring. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sois quand même assez sûr de toi pour pouvoir monter sur le ring et te dire j'ai quand même une chance de pouvoir gagner cette histoire. Parce que là, la boxe notamment, et c'est un peu pour moi la même chose au golf, c'est à chaque fois, à chaque coup, hein, bien sûr, euh, bah tu gagnes ou tu perds, quoi. Il y a pas de demi-mesure. Et encore, nous Non, au golf, on a une demi-mesure, hein. On peut faire un top, être au milieu du fairway et continuer à jouer. À la oui, tout à boxe, si tu fait. prends un uppercut, c'est Ouais, terminé. c'est fini, ouais. C'est fini. Mais la boxe a quelque chose de concret. C'est-à-dire que le coup, la peur physique, c'est une vraie peur. Au golf, c'est pas une peur physique. C'est une peur d'estime de soi. C'est une peur de ne pas être le golfeur qu'on aimerait être. C'est une peur de l'échec, quoi. Mais celle-là, elle est très insidieuse et très. Et moi, je pense qu'elle fait très peur, hein. Personnellement, moi, j'ai fait des sports de combat beaucoup. J'ai fait des combats, des vrais combats, quoi. Hein, et honnêtement, j'avais plus peur d'être ridicule que peur des coups. Ouais. Au fond, je m'en foutais de prendre un coup. Bon, j'aimais pas ça, mais c'est pas terrible, c'est pas agréable. Mais c'est, c'est presque franc, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, la peur de ne pas être quelque chose, ça fout vraiment les jetons, quoi. Parce que si on regarde la plupart des golfeurs qui peuvent avoir peur, je veux dire, ils jouent pas leur vie, ils jouent pas leur loyer, ils sont pas en train de bouffer avec le golf. Donc, c'est quoi la peur? C'est le score. Bon, faut pas. Mais en fait, c'est pas le score qui leur fait peur. Ouais, le C'est regard des autres, peut-être, oui, bah aussi, oui, c'est ça. etc., etc. Mais tout, etc., etc. C'est-à-dire, c'est des peurs de regard, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est la peur de ne pas être. Mais ça fait très peur. Mais le problème, c'est que le système de survie, il se met en route même avec ça. C'est-à-dire Ouais, mais que ça, c'est justement ça qui est intéressant, c'est cet aspect que tu décortiques très bien dans le livre, je trouve. C'est justement tout ce sujet que, oui, on joue au golf, oui, on risque pas sa vie, oui, c'est pas très grave, on va perdre une balle, etc. On joue, bah, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même des mécanismes qui sont là. Tu vois, tu parlais fight flight là tout à l'heure. Bah, c'est un phénomène humain en fait. C'est pas bien une histoire de sûr, golf. Et donc bien le sûr. bunker, il se transforme en monstre qu'on avait dinosaure à la préhistoire parce que l'être humain, il n'existe pas que depuis 100 ans. Avec Mais le golf, il existe depuis pas mal de temps et puis il a un fonctionnement, quoi. Il a un cerveau qui. le problème du mental au golf et dans tous les sports d'une manière générale, mais dans les sports d'adresse beaucoup plus, c'est que on doit lutter contre un phénomène naturel. C'est complètement naturel de fuir devant le danger. Hmm. Et donc, en gros, la technique du golf et un bon golf, ça suppose que tu t'engages dans la balle avec le poids du corps, mais pas seulement, avec tout ton corps, corps et âme en fait. Ouais. En gros, tu dois y aller dans ton coup. Le problème, c'est qu'il y a une partie de toi qui veut pas y aller. C'est, c'est, euh, Moi, je compare toujours ça. T'es petit, tu vas voir ta mère et tu lui dis, maman, je vais faire un truc dangereux. Combien tu as de Hmm. chances de sortir de la maison? Zéro? Ouais, j'ai adoré cette anecdote dans le Mais livre. oui, mais c'est exactement ça. Tu veux dire, ta mère, elle va. Notre cerveau, il fonctionne comme une mère poule. C'est Hmm. exactement ça, quoi. Tu lui dis j'ai peur, il te dit rentre à la maison. Ouais, Dans c'est ça. 90% des cas, il te dit rentre à la maison. Sauf quand tu n'as plus le choix.
Par exemple, tu rates ta carte dans les 4 premiers trous, bah, après, tu n'as plus le choix. Ou tu y vas, ou alors c'est lamentable. Mm. Donc, très souvent, les joueurs vont se mettre à très bien jouer. Derrière 3-4 trous pourris, après, on est peinard, on peut y aller. Et puis, à l'inverse, tu joues très très bien jusqu'au 15. Tous les golfeurs du monde savent ça. Tu arrives au 15, tout d'un coup, tu te mets à avoir peur. Mais la peur, elle est pas la peur de perdre, c'est une peur de ne pas gagner. C'est une peur de ne pas réussir la super carte qui nous tend les bras au 18. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui intervient et puis qui dit bah, t'es gentil, maintenant, on s'engage plus. Quoi. On n'y va plus. Donc ça fait ça. Hop. Ouais. Et, 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 et c'est ça qui est très intéressant, c'est que même le golfeur avec la technique la plus belle, il va perdre sa technique à ce moment-là. Quoi. J'ai une anecdote qui est très parlante. Roger Federer, par exemple, au tennis, c'est le mec le plus beau techniquement qu'on ait jamais vu. Quoi. Bah, au moment de gagner Roland Garros, c'est le seul tournoi qu'il n'avait pas réellement gagné, mais qui n'avait pas du tout gagné d'ailleurs. Et ben, il a fait 3 doubles fautes dans le dernier jeu. 3 doubles fautes dans un seul jeu pour Mm. Roger Federer, c'est impossible. Sauf qu'au moment de gagner, bah, y a une émotion qui arrive et puis bah, le bras, il passe plus. Quoi. Et puis on s'engage plus et puis on n'y va pas parce qu'il y a une petite voix qui dit que j'étais gentil, mais sauve-toi. Quoi. Ouais. Ouais, et, et être bon mentalement, ça serait réussir à ne jamais reculer. Jamais. Et il y a des gens qui savent le faire. Hein. Il y a des gens qui savent le faire. Bah, Mais alors, pour le coup, je rebondis là-dessus parce que tu as un moment dans le livre où tu parles de ce petit pote, tu vois, un ratable, et d'étudier justement comment est-ce qu'on est dans cette situation où c'est impossible de rater. Donc, à se mettre à 20 centimètres du trou, etc. Et du coup, qui amène à bah, être dans cette situation où c'est impossible de rater, en fait. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe, en fait? Comment je suis? Comment je vois les choses? C'est quoi les phrases qui m'arrivent ou pas, d'ailleurs, etc. Et puis de voir, et puis finalement, ce qui serait bien, c'est de réussir à recréer oui, c'est ce ça. phénomène tout le C'est temps. ça. Moi, je le demande à mes joueurs de partir à 2 centimètres, même pas à 20. Tu vois. C'est-à-dire Ouais. que je leur dis, mais t'es à 2 centimètres, comment tu te sens? Et là, en général, ils me disent, je sais pas. Et souvent, ils me disent, il manque quelque chose. En fait, il manque la trouille, le doute. Voilà, c'est le doute qui manque. Et tu mettrais quel mot là-dessus? Ils me disent, bah, confiance. Mm. Voilà. Et après, l'idée, c'est de reculer et puis d'emmener cette confiance, de la modéliser, quoi. Tu vois, vas-y, fais pareil. C'est pas parce que tu es à 10 mètres que tu pourrais ne pas avoir confiance. En tout cas, pas te mettre dans le même état. Après, quand tu connais les statistiques, à 10 mètres, la probabilité de rentrer le putt, elle est moins grande. Ça, c'est clair. Hein. Je ne sais pas combien c'est à 10 mètres, mais ça doit être du 2%. Hein. Tu Ouais, vois. c'est même, tu vois, la distance qui est reconnue, 10 mètres et plus, où les champions commencent à prendre des 3 putts. Donc, tu vois, c'est même pas de rentrer Bien la balle sûr. dans le trou, on bascule dans l'autre problème. Moi, je trouve Et, ça très intéressant parce que quand je fais des stages de golf avec des golfeurs qui ne sont pas des joueurs pros ou assimilés, je leur demande, mais tu connais les stats? Je lui dis, tu sais combien sur 10 mètres, sur 20 mètres? Ils me disent 80%. hmm, Mais c'est hallucinant. Mais en fait, ils n'ont pas vu le même golf que la plupart des gens. Mais ils voient à la télé, ils voient le mec qui est en chauffe et qui rentre tout, tu vois. Mais la semaine d'après, il va pas tout rentrer, le mec. Hein. C'est, ah oui, et non, donc, c'est sûr. Ouais. alors, Bah, alors, alors, alors eux, quand ils. Sébastien demande le titre de votre livre, mais de vos livres, en fait, parce Ouais, que il y en a plusieurs. Alors, bah, il y en a un qui. le Puttermind, Golf mental pour scorer, ça c'était les Ouais, deux premiers que tu as édités. Et le dernier, le dernier, il s'appelle Vous êtes bien meilleur que vous ne le croyez. tout simplement. Tout simplement. Mais je suis intimement convaincu que les golfeurs sont bien meilleurs qu'ils ne le croient. S'ils n'avaient pas toutes ces convictions, euh, j'allais être vulgaire, mais il y a tout un tas de choses que croient les golfeurs que ne croient pas les champions. Ça, c'est un truc de folie, quoi. C'est-à-dire que tu as le sentiment, quand tu travailles avec des très bons joueurs, que c'est beaucoup plus simple
que ce que font les golfeurs lambda. Alors, avec tout le respect que je dois aux golfeurs lambda, j'étais moi-même un golfeur lambda, donc il n'y a pas de mépris là-dedans. Mais il y a un nombre de golfeurs qui croient des choses, mais c'est invraisemblable. Alors, je parlais de la concentration, mais par exemple, tiens, j'ai un autre truc, le droit à l'erreur. La plupart des gens pensent qu'il ne faut pas avoir le droit à l'erreur. C'est super important de ne pas se donner le droit à l'erreur. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un golfeur. Rien de pire. Vous voyez, sans le droit à l'erreur, on ne peut pas performer et on ne peut pas apprendre. C'est quand même embêtant. Je peux vous développer ça, hein, si vous voulez. Disons que le fait est, c'est qu'en plus, tu vois, enfin, si on suit un petit peu ces sujets sur des champions, même dans d'autres domaines, tous se mettent d'accord. Alors, tu vois, ça me fait penser à Michael Jordan qui a fait une belle citation là-dessus, où à un moment donné, il explique, bah voilà, moi j'ai raté ça, 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 Bah, ça, oui, ça, et oui. en nombre, Mmh. complètement dingue. Et il dit, mais si j'avais pas raté, j'aurais pas autant appris, et en fait, j'en serais pas là où je suis. Kobe Bryant, c'est pareil, pareil dans le basket, mais on a plein d'exemples comme ça de champions qui disent, bah, il faut apprendre à rater. Mais Moi, j'ai oui, souvent cet esprit, alors je sais pas si c'est, enfin, cet exemple de, je sais pas si c'est forcément un bon exemple, mais de dire, voilà, si, le jour où on s'est retrouvé en face de cette balance-là, empirique, où on dit, bah, mets des poids pour savoir combien ça pèse, et ben, il faut faire des erreurs pour trouver la solution, en fait. On tu peut pas faire, tâtonnes, hein. Tu tâtonnes et tu il te faut trompes. tâtonner. Mais oui. Mais en plus au golf, je trouve qu'il y a quelque chose de dramatique dans la manière dont les gens apprennent au golf. Là encore, il y a plein de croyances. Alors, le premier truc, c'est que il y a dans l'enseignement du sport, hein, c'est pas seulement propre au golf, c'est on dit aux joueurs, voilà, il y a telle technique, ça c'est ce qu'il faut faire, et il y a telle technique, entre, entre guillemets la tienne, qu'il ne faut pas faire. Mm. Tu vois? Donc ça crée un jugement de valeur sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Tu vois? Donc il y a ça qui est bien et puis il y a ça qui n'est pas bien. Tu vois? Il y a ça qui est bien, il y a ça qui est mal. Ouais. Mais c'est horrible. C'est horrible. En plus, moi je considère que même un mauvais coup est super important c'est super important de sentir ce qu'est un mauvais coup, ne serait-ce que pour ne pas le refaire. Tu Mm. vois? Mais si on s'interdit de faire un mauvais coup, on n'est plus en train d'écouter son corps qui est en train de faire ce mauvais coup. Et en plus, mauvais coup, c'est vite dit parce que la plupart du temps, c'est des grosses slices, tout ça, ça peut servir. Hein. Bah, c'est ça, on rentre dans la notion de prise de conscience de ce que j'ai fait et à Ben un oui, moment donné, effectivement, le slice, c'est en soi, bah non, c'est pas bien, mais sauf que le trou qui tourne à droite et où on peut contourner un arbre, c'est peut-être le moment de retenir ce fonctionnement pour trouver la solution. exactement, En exactement. tout cas, une solution. Mais oui, puis c'est la même chose de l'autre côté, quoi. Donc, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde comment apprennent les enfants et comment les champions deviennent des champions, moi, je suis convaincu que les champions sont des anciens enfants. En fait, ils continuent à apprendre comme des enfants. Ils continuent à. En fait, je suis convaincu, par exemple, un Woods qui a beaucoup travaillé sur sa technique et qui a beaucoup changé de swing, mais je suis convaincu que quand on lui donne un conseil, il y a un décodeur ici. Tu Mm. vois, le conseil, il arrive, puis il ressort en sensation. Tu vois, c'est toujours, chez les très bons joueurs, c'est toujours traduit en sensation. Tu vois, c'est ce que je remarque, moi, chez les très bons joueurs, c'est qu'ils ne sont pas en train de se dire fais ci, fais ça. Ils sont en train de sentir ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est complètement différent. Et quand ils ratent un coup, ils ont senti ce qui permettait de rater, ce qui avait provoqué le raté. Ils ne sont pas en train de se dire analytiquement j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils sont en train de dire tiens, j'ai eu telle sensation. Et les enfants, ils apprennent comme ça. Un enfant qui commence au golf, il n'est pas en train de se dire, en train de théoriser sur la technique. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il se dit, il tape la balle, et puis elle part en slice, par exemple. Eh bien, son cerveau se dit, tiens, pour faire du slice, j'ai telle sensation. Et puis il retape, et puis il fait un hook, et il se dit, tiens, bah il ne se le dit pas, mais il sent ce qu'il vient de faire, et donc il sent ce que c'est un hook. Puis après, il va sentir ce que c'est une balle basse, une balle haute, une balle machin. Et puis, et en fait, il développe tout le spectre des coups possibles. Alors que les adultes, on leur apprend il y a tel type de coup,
mais pas les autres. Il faut surtout pas les autres. Tu vois? Et je trouve Bah, que c'est bien ouais, dommage, quoi. après, tu vois, je remarque que, en fait, on a un travail avec les enfants qui est beaucoup plus libre. Et alors, c'est les enfants, mais ça devrait être pareil pour les adultes, à mon sens, où à un moment donné, on dit, ah, vas-y, envoie la balle loin, fais-toi plaisir, fais la tournée autant que tu veux à gauche, fais la tournée autant que tu veux à droite, fais-la la plus basse possible, fais-la la plus haute possible. Et Ben quelque oui, part, essaie de trouver ta combine qui va faire que ça va le faire. ben D'ailleurs, Harvey Penick, c'est ce qu'il disait. Il a oui, un petit livre rouge à un moment, il dit bah moi, les gamins, à l'école de golf, quand il s'agissait de faire des ballots, des lobes notamment, il disait bah, je les mettais derrière un arbre. un arbre et il leur dit bah écoute, à tout à l'heure, quand tu passes au-dessus, tu m'appelles et puis tu me dis ce que tu as trouvé. Ouais, c'est, l'anecdote est géniale. Et alors que les adultes, c'est toujours on est dans un concept où il faut taper droit. ben oui, Et alors le reste, non, c'est que des erreurs, donc ça va pas. Et donc ouais. même dans l'apprentissage, tu vois, je pense que la démarche n'est pas forcément très bonne, mais c'est voilà, on rebondit sur la prise de conscience, prendre conscience comment on fait pour faire même, enfin moi je m'amuse à ça à un moment de dire aux gens, bah, tiens fais-moi un top, comment tu fais un top Ben et, oui, ben, et puis dis-moi comment tu fais, bah, c'est parce que c'est pareil quand tu le fais pas exprès en fait. Donc là, une fois que tu as compris, bah tu peux peut-être trouver d'autres solutions. ouais. Harvey Penick, il a eu quand même 2 mecs qui étaient en tête de la money list, et numéro 1 mondiaux dans son école de golf, dans son Ouais. petit club, du Texas ou je sais pas où. Je veux dire, t'imagines, tu es à Bondoufle ou Ouais. et il y a 2 mecs qui vont être numéro 1 mondiaux. Il y est peut-être pour quelque chose le mec quand même, tu vois? Moi Bah, ça après, il y a ouais, là, en ce bon, moment, tu il a vois, eu un coup de bol, mais quand même 2, tu vois? on a une. Alors, j'aime bien la musique, etc. Et puis, il y a un truc qui s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? De musique et qui, en fait des genres d'interviews. C'est Bon Entendeur. Voilà. Et Bon Entendeur, il y a dernièrement, ils ont fait un. Enfin, le gars a fait un truc sur Pierre Gasly, donc champion de Formule 1. Et ce Mmh. qui est incroyable dans cette interview musicale, en fait, c'est qu'il amène le fait, je crois que c'est Vettel ou c'est peut-être Villeneuve, je sais plus, qui est son pote d'enfance. Et en fait, les deux, à un moment donné, discutent et disent putain, ça serait incroyable qu'on arrive à être quand même dans les 24 mecs qui arrivent à faire de la Formule 1. Et donc, chose qui est impossible. Quasiment, ouais. Et puis, bah, c'est le cas. Et comme Ouais. les frangins Molinari, comme les frangins je garde en ce moment, on Mmh. en a d'autres qui arrivent et Bah, qui oui, sont oui. incroyables. Comment ils se retrouvent les deux là alors que déjà, c'est dingue. Bah, c'est comme le père Williams avec ses 2 filles, hein. Le Ouais. mec, il veut une fille qui joue bien au tennis, il a 2 filles qui vont devenir numéro 1 mondial. C'est quand même c'est C'est quand fou. même c'est assez bluffant quand même. Mais les deux avec. Alors, ce qui est marrant, c'est que même anecdote un petit peu qu'avec Tiger Woods, c'est-à-dire que lui est quand même sur une approche. Enfin, j'ai cette information du film que j'ai vu à Cool Oui, Smith oui, là, qui oui, oui. raconte un peu l'histoire, mais qui est sur une approche quand même assez mentale. Tiger Woods qui a eu comme premier préparateur bah, son père et puis ensuite un préparateur mental avant d'avoir quelqu'un qui lui explique comment tenir le club. Et tout ce cheminement qui a été dans le bon sens, quoi, finalement. Oui, oui, oui. Bah, Woods a eu dans tous les grands championnats, genre US amateur, British amateur et tout ça, qu'il a presque tout gagné. Le mec qui lui portait son sac était un préparateur mental des Marines. Mm. Tu vois, un copain du père. Bah, notamment Marines qui préparait, enfin leur boulot avec son père, c'était quand même de préparer les mecs qui allaient Bah au oui, front, quoi, hein. Donc oui, c'était oui, oui. un peu plus compliqué que de taper dans une balle de golf. Alors les méthodes, c'est peut-être pas celles que j'emploierais moi, mais faut voir. Je sais pas, tu Bah, me disais un parce coup qu'on de schnapp, c'est allez, cours. je t'ai jamais battu. Alors, ça m'amène à passer à à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire de partir sur cette idée, bon, qui est une base pour toi, c'est-à-dire l'acte moteur, définir ce que c'est l'acte moteur, l'anticipation de l'action et l'ordre des choses que ça amène. Vaste Bon. sujet, là encore, dans la Oui, prépa mentale. bah, il y a un truc qu'on appelle l'acte moteur dans le sport et je trouve que c'est tout ce qui se passe avant l'action. C'est-à-dire que quelqu'un qui va taper un coup de golf, il a il
il a une façon de préparer ça. Donc, l'acte moteur, c'est tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe pendant et tout ce qui se passe juste après. C'est-à-dire en gros, il y a 3 étapes sur un coup de golf, mais c'est vrai pour un coup droit de tennis ou c'est vrai pour un lancer de javelot et tout ça. En fait, l'acte moteur, c'est l'ensemble du geste plus la technique. C'est-à-dire que c'est tout l'ensemble. Et réduire le golf à juste le geste, ça me paraît très, très, très réducteur. Parce qu'avant de taper sa balle, alors c'est ce qui se passe dans les bonnes routines, il va anticiper, il va visualiser, il va se parler, il a une façon à lui de regarder la cible, de la choisir et de prendre ses décisions et tout ça. Il a une façon d'aller vers la balle qui est propre à la personne. Et puis, une fois qu'il est sur la balle, il y a encore d'autres trucs qui se passent dans sa tête. Et là c'est ce qu'on appelle l'inconscience compétente. C'est-à-dire que au début, il programme, pendant, il va jouer, et pendant qu'il joue, les champions, ils ne pensent pas à grand-chose, quoi. Si ce n'est à la cible. Parce que tout a été prévu avant. Et puis, derrière ça, il y a encore tout un tas de trucs qui se passent dans sa tête. C'est l'évaluation. C'est les jugements qu'il va porter sur ce qu'il vient de faire. Et ça, c'est très important aussi. Parce que, alors au golf, l'évaluation de ce qu'on fait sur le coup qu'on vient de jouer, c'est déjà une façon de préparer l'autre, le coup d'après, quoi. C'est-à-dire que c'est en gros, si le golfeur se dit j'ai encore fait une merde comme d'habitude, il y a peu de chances que, ben oui, mais il y a peu de chances que le coup d'après soit nickel, quoi. Tu vois. Donc, et ce qu'on appelle l'acte moteur, c'est l'ensemble des pensées et des gestes et des comportements qui vont intervenir dans les 40 secondes qui nous sont imparties pour jouer, quoi. Et un peu plus parce que derrière, il y a l'évaluation. Après, l'évaluation, elle peut durer longtemps. Hein. Et C'est certain. ouais. Alors, sachant que là aussi, tu as, un regard euh, assez intéressant, c'est le côté, c'est que tout le monde finalement fait ça, mais mal, globalement. Tout le monde C'est a son système, mais malheureusement, ce qui aboutit au fait que ça fonctionne pas forcément terrible, c'est que bah, finalement, on a tous des routines, on a tous des choses qu'on se dit ou bah oui. pas pendant qu'on va faire le mouvement, et puis on a tous une réaction à ce qui s'est passé. Et que globalement, on peut peut-être organiser les choses un petit peu mieux, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et quand on étudie comment pensent les champions, bah, eux, c'est correct. Eux, ça se passe toujours bien. Et quand ils ont des émotions, ils ne changent pas ce système. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que les champions, ils ont peur comme les autres. Sont pas des robots, sont des êtres humains. La seule différence, c'est que l'acte moteur chez le mec qui va gagner un championnat, ben, il bouge pas, quoi. Ça bronche pas. Alors que chez le golfeur amateur, ça va fluctuer, mais tout le temps. D'ailleurs, ça sera jamais pareil. Il y a un truc, moi, qui me fait hurler en tant que prépa mental, c'est quand les gens me racontent leur routine. Quand ils parlent de leur routine, ils ne parlent que des choses qu'ils font, c'est-à-dire que de leur comportement. Je prends mon club d'une certaine manière, je fais un truc d'une certaine manière et tout ça. Mais je leur dis, mais vos pensées, ah non, bah ça, ils en parlent pas, quoi. Le problème, c'est que si tu prends ton club toujours de la même manière, tu fermes ton gant toujours de la même manière, mais là-haut, il y a une voix qui te dit, tu vas encore rater ton coup, espèce de nul, il y a peu de chances que ça marche. Vous voyez. Et donc, c'est surtout les pensées qui sont importantes. Oui, et puis il y a dedans, bon, dans des ingrédients, par exemple, bon, il y a la notion de négation, on finit Ah par bah oui. comprendre un peu, tu sais, c'est le coup du pense pas à l'éléphant rose, et puis bon, bah, forcément, il t'apparaît dans l'esprit. Là, pense pas, ne mets pas ta balle à droite dans l'eau. Ah, mince, là, comment ça se passe? Bah, moi, je me souviens avoir gagné un match play contre un de mes potes, parce qu'au 18, on était square, et il y avait de l'eau à gauche, tu vois. Hmm. Et puis au milieu de l'eau, il y avait un troupeau de d'oies. T'as fait un truc moche là, non? Oui, j'ai fait un truc moche, je l'avoue. Je l'avoue. Bon, moi, j'ai joué en premier, et donc j'ai mis ma balle à gauche de l'eau, tranquille, peinard. Et puis j'ai dit à mon copain, j'ai dit, c'est incroyable, les oies, elles s'en vont plus, elles migrent plus. C'est quand même dommage. Regarde-les au fond, au milieu de l'eau, là, c'est quand même, Ah, c'est moche. c'est moche. C'est pas bien. Mais c'est moche. Mais il n'empêche que
en attirant son œil sur le, il l'a mis pile poil au milieu du trou, mais vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Tu vois, son inconscient lui a donné exactement ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a demandé. Mais c'était très intéressant parce que son acte moteur, il est complètement focus sur l'eau et le troupeau d'oies, quoi. Et, je le revois juste après son coup, il m'a dit espèce d'enfoiré. Mais j'avoue que j'étais assez satisfait. Ça m'a bien beaucoup amusé quand même. Mais tu vois, mais ce qui est très intéressant, c'est que chez les golfeurs amateurs, l'acte moteur, il est mal fait. Et c'est là tout le propos, il est mal fait pour plein de raisons. Mais s'il le faisait bien, il serait vachement meilleur. Mais tous. Il n'y a pas de, il y a pas de. Mais après, c'est pas facile de le faire bien parce que les peurs, tout ce qui va nous amener à redouter notre coup, ça peut changer complètement notre acte moteur. Donc, mais en gros, je suis en train de dire que tout se passe dans la préparation tout le temps, quoi. Tout le Bah, temps. oui, oui, forcément. Je pense que enfin, on est en plein dans le sujet. Et puis, tu vois, pour revenir sur cette notion de je combats ou je fuis, en fait, quand on se retrouve devant la balle, bah, on n'a plus trop le choix. Quand on peut pas s'en aller. Il va bien falloir taper dedans. Donc, autant se conditionner pour aller affronter la situation et donner une Exactement. solution. On n'a pas trop de Exactement. choix, en fait. Donc, moi, quand je travaille avec les joueurs, je considère que la dernière chose qu'ils doivent voir, c'est la balle, c'est la cible. La Mm. balle, je m'en fous, quoi. Après, selon les profils des gens, ils vont rester plus longtemps sur la balle et tout ça. Mais il y a des choses importantes. La posture, super importante. Dans la routine et dans l'acte moteur, la posture, ça prend une importance énorme parce que c'est lié au sentiment de confort. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est prêt à jouer? Tu vois, et ça, donc là, il y a quelque chose à faire avec le kinesthésique, les pieds, les appuis, tout ça. Ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, c'est de finir sur la cible. Ouais. Tu vois, euh, pour moi, à mes yeux, si les gens ont besoin d'une clé technique, tu vois, d'un petit conseil technique qui les aide à tout ça, je suis pas contre, hein. La seule chose, c'est que je préférerais qu'ils le mettent ailleurs que dans la routine, ou en tout cas qu'ils le mettent vraiment avant, tu vois, qu'ils préparent ça dans leur swing d'essai, un truc comme ça, tu vois. Mais Mm. au moment où on va jouer, pour moi, il doit plus y avoir que la cible, que la cible. Et en fait, la stratégie mentale la plus fréquente que j'ai rencontrée chez les bons joueurs, c'est les routines finissent presque tous par cible, je perçois ce que je fais, mais sans consigne, tu vois. Ouais. Et presque tous les joueurs pros, dont toi, et je suis sûr que tu étais là-dedans, tous les joueurs pros avec lesquels j'ai bossé font ça. Ils sont plus ou moins conscients de ça, mais c'est toujours, j'ai ma cible et je sens ce que je fais. Et Ouais, il y a de toute façon, à un moment donné, quand on joue, enfin, on remarque, ça a été le sujet d'une étude d'ailleurs sur la rapidité du jeu dans l'exécution du mouvement, hein, justement, le dernier coup d'œil, les yeux reviennent sur la balle et je déclenche le swing. Une étude a démontré que les meilleurs joueurs, c'était le temps le plus court. Donc, plus ils étaient spontanés, finalement, mieux c'était. Et exactement. plus il restait. Alors après, il y a des anecdotes où on peut prendre quelques exemples, notamment Lee Westwood, bon, je pense il avait une stratégie mentale à ce moment-là qui restait relativement longtemps. Et Lee Oui, Westwood, oui, bon, oui. immense champion. Mais je pense que il y avait quelque chose de mental. J'imagine qu'il visualisait les choses quand il regardait pas la balle, en fait, à mon Ouais, sens. on n'est pas dans leur tête et puis va savoir ce qui se passe, quoi, tu vois. Mais si c'est un bon champion, c'est que ça devait être performant son truc, tu vois. Après chacun de nous va visualiser d'une manière différente, hein. Par exemple, il y a des gens dont on dit qu'ils sont des focalisateurs, ils ont besoin de cibles petites. Il y a des gens qui sont des défocalisateurs qui ont besoin de cibles larges. Tu vois, ça, c'est des nuances. C'est des nuances, mais dans les deux cas, ils sont dans une cible. Tu vois, Ouais. il y a des gens qui ont besoin de cibles au sol, il y a des gens qui ont besoin de cibles lointaines, cibles hautes. Après, il faut bien déterminer quelle est notre préférence. Tu vois, ça, c'est super important. Mais une fois qu'on a déterminé ça, ça reste une cible. Tu vois, chacun voit sa cible à sa manière. Il y a certains qui voient des trajectoires, des fins de trajectoire. Tu vois, il y en a d'autres qui voient des films.
mais globalement, une fois qu'on a bien déterminé ça avec le joueur, après, il n'y a plus qu'à reproduire ça. Tu vois, mais ça reste. euh, Moi, j'ai une philosophie de l'objectif. Pour moi, la performance, c'est avoir un bon objectif et consacrer toute son énergie à envoyer cette balle là-bas, quoi. Que Mm. ça soit pour moi, au tennis, au golf, pour moi, c'est même combat, quoi. Euh, mais par contre, ce qui est très important, c'est d'être très, très attentif à ne pas mettre de pensée négative là-dedans, quoi. Parce que ça ne marche pas du tout. Je- et si tu as peur d'aller dans l'eau, il y a peu de chances que tu rates l'eau, hein. Oui, C'est, oui, oui. Tu t'as déjà indiqué un peu à l'inconscient ce qu'il devait faire, quoi. bah oui, outre le fait que ne pas vouloir aller dans l'eau, ça ne dit pas où on veut aller. Déjà, ça, c'est important. Parce que si tu as peur d'aller dans l'eau, bah, tu dis pas ça serait bien que je la mette à gauche de l'eau ou à droite de l'eau, peu importe. Mais déjà, tu n'as plus de cible. T'as plus de cible. Pour moi la décision, c'est la chose la plus importante de la performance. C'est c'est ce qui permettra que tu exploites tes capacités techniques. Tu vois. Et j'ai vu tout un tas de gens avec des techniques parfaites, à l'œil en tout cas, pas Ouais. parfaites, de très bonnes techniques, et ne pas être des champions, hein. C'est, c'est, euh, j'en ai connu, c'est presque même malheureusement, c'est presque mon lot quotidien, ça. Mais des gens incroyablement doués, j'en ai rencontré mais des centaines. Bah, enfin, de par le fait que je joue depuis pas mal de temps et que j'ai eu la chance assez vite de pouvoir participer à des championnats de France assez jeunes et puis ensuite développer jusqu'à un certain niveau et puis la chance de quadailler ensuite, euh, j'ai vu sur les niveaux inférieurs un nombre de gars, des copains et moins copains, étrangers, français, etc., avec des capacités complètement dingues Oui. et malheureusement qui n'ont jamais rien fait. Et à l'inverse, me dire, bah là, quand même, on va pas parier sur celui-là, et puis, et le voir apparaître. Alors, fais me rebondir un petit peu, parce que, bon, il y a un petit peu ce côté où, parce qu'on a Hervé Matignon qui intervient et qui nous dit bonjour Jean-Philippe, salut Hervé. Ce que je trouve très fort chez Mathieu Pavon, c'est qu'au putting, une fois l'adresse, il joue très vite. Alors, anecdote sur Mathieu Pavon, le fait que bah effectivement, Mathieu, il y a 10 ans, il passe pro, il est sur l'Alps Tour. On ne le voit pas arriver comme une fusée, quoi. C'est pas un joueur qui sort des espoirs français et dont on se dit. Et puis là, aujourd'hui, c'est lui. C'est lui qui est un peu l'élu en ce moment. Et Victor Pérez également, alors qui a peut-être qui était champion de France, etc., jeune, mais des profils un peu différents. Alors, on rebondit un petit peu sur ce que dit Hervé, notamment parce qu'il parle de Mathieu, donc ça m'y fait penser. Donc, il joue très vite. C'est une chose que tu as remarqué, ça Bah, c'est simple, tu prends la plupart des très bons golfeurs, en général, ils prennent pas mal de temps avant, Hmm. mais pendant, ça va très vite, hein. Donc, il n'y a pas que lui qui joue très vite. Je me souviens de Snedeker, par exemple, qui jouait à Ouais. 2000 à l'heure. Tu vois, on ne peut pas dire que ça soit un mauvais golfeur, le mec, hein. Tu vois, Ah ouais, non, lui, c'était pas de coup d'essai et boum, dans les oui, 10 voilà, secondes, c'est la balle ça. était Et partie, puis, quoi. c'est une règle, c'est presque une règle de base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé, c'est pas la peine d'attendre. Il y a un truc moi, que j'appelle les redites dans les routines. Hmm. C'est-à-dire, la redite, c'est de refaire 2 fois, 3 fois la même chose. Tu vois, tu regardes ta cible, tu es prêt à jouer, hop, tu regardes encore un petit coup. Hop, tu regardes encore un petit coup. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a un truc très important. Alors ça fait partie des croyances aussi que euh, la plupart des gens pensent qu'il faut du temps pour apprendre. Et il faut du temps pour performer. C'est pas vrai. Pour moi, le cerveau va très vite, hein. J'ai une citation qui me plaît bien, moi, d'un mec qui s'appelle Anthony Robbins, qui est quand même très très connu, genre Ouais. coach. Euh, il dit, on prétend qu'il faut du temps pour changer. Il dit, c'est une connerie. Hmm. Il ne faut pas du temps, il faut une seconde. Par contre, il faut peut-être 10 ans pour décider de le faire, quoi.
Ouais. tu vois. Mais moi, je crois que le cerveau va vite. Il suffit de 3 minutes pour faire une phobie qui peut. Tu montes dans l'ascenseur se bloque, 3 minutes après, tu as une phobie qui va te durer toute ta vie. Mm. Possible, pas forcément, mais et que tu vas avoir beaucoup de mal à retirer. En fait, très vite, tu vas concevoir un truc qui va te pourrir ta vie. En fait, le cerveau apprend vite. Le cerveau va vite et croire qu'il faut du temps pour apprendre, c'est pas vrai. J'y crois pas, moi. Je- j'ai l'habitude de travailler avec tout un tas de gens qui me montrent. Vous savez, pratiquement toutes mes séances se jouent dans les 5-10 minutes. C'est-à-dire qu'en général, je fais une séance d'une heure et demie, mais en fait, au bout de 10 minutes, tout est réglé, quoi. Après, on fait du volume derrière. Tu vois, on fait parce qu'il faut que la personne répète et puis qu'elle se perçoit. Mais en fait, ça va très vite. Je sais pas si tu as ça quand tu enseignes, mais très souvent, quand une personne prend conscience d'un truc, elle, euh, elle va très vite à l'apprendre, quoi. Bah, Après, ouais, ouais, après, dès qu'elle en a pris conscience, oui. oui, oui. C'est immédiat Ben, d'ailleurs. C'est tout de suite, tu prends conscience, ah oui, d'accord. D'ailleurs, c'est assez amusant de temps en temps de pas trouver le bon moyen de faire prendre conscience, justement. Et puis le moment où on trouve le bon moyen, oui, pam, ah bah laisse tomber, arrête de m'expliquer, j'ai compris. oui, mais c'est ça, c'est ça. Et en plus, très souvent, quand la personne a compris toute seule, comme ça, qu'elle a pris conscience, c'est presque indélébile. Elle le garde toute sa vie, quoi. Il y a des. Pour moi, c'est une. Comment dirais-je? C'est une règle de coaching. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour donner un conseil à quelqu'un, je suis là pour qu'il trouve lui-même. Alors, tout mon travail, ça va être d'être assez malin pour l'aider à trouver lui-même. Mais je pars de ce principe-là parce que je sais que s'il trouve lui-même, ça va durer toute sa vie. Hmm. Alors que si je lui dis, il est possible que 10 minutes après, ça soit terminé, quoi. Donc le travail, il est de trouver le bon moyen. Mais une fois qu'on a trouvé le bon moyen, ça va à une vitesse incroyable, quoi. Disons que c'est le sujet dans l'enseignement et la technique, c'est que c'est à un moment dire à quelqu'un, bah voilà, tu fais du slice parce que tu fais ça. Ok, mais qu'est-ce qui va faire que je vais faire autre chose et qu'est-ce qui va faire que je vais réussir surtout à le refaire et avoir compris qu'est-ce qui m'amène à me retrouver à faire ça. Tu as complètement raison. Mais lui expliquer, ça lui dit pas comment il va trouver pour faire autrement, quoi. Et le seul moyen, c'est qu'ils prennent conscience. Mais ça, pour moi, c'est la base des bases. Je pense que si les golfeurs voulaient bien, comment dirais-je, prendre le temps de prendre conscience de ce qui leur arrive au moment où ça leur arrive, ils deviendraient très vite de bons golfeurs. Je veux dire, si t'as pas conscience de quelque chose, tu ne peux pas avoir une action sur cette chose. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, je donne un exemple, si tu es tendu au niveau des pectoraux et que tu as la respiration bloquée, je dis n'importe quoi, hein, mais si tu n'en as pas conscience, tu ne pourras jamais agir dessus. Hmm. C'est impossible. Donc le grand truc pour être bon, c'est d'avoir conscience, toujours. Par exemple, les gens qui ont des émotions qui vont les submerger à un moment donné, qui vont s'énerver et tout ça, il y a de grandes chances que c'est pas au moment où ils s'énervent que ça commence. C'est 3 ou 4 trous avant, ou Ouais. parfois bien plus. Et donc, s'ils avaient conscience du moment où ça commence, ils auraient une action. Mais 3 ou 4 trous après, ils sont tellement en colère que là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attendre que ça se tasse, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Mais par contre, s'ils avaient pris conscience au trou numéro 2 plutôt qu'au trou numéro 12, ça changerait les choses, quoi. Bon, Ouais. j'exagère, 2 et 12, ça fait beaucoup. Mais, Oh, ça arrive, hein. ah oui, Ça arrive, ça arrive. oui, 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 ça arrive. Mais les gens qui se mettent en colère se rendent pas compte qu'ils se mettent en colère. Pas tout de suite. Et au moment Bah, où ils sont en colère. Ah ouais, après, le golf est un peu particulier parce que ça dure 4h30, 5 heures, mais il se trouve que on tape même pas quelques secondes en fait dans la balle sur toute la partie, et bah qu'en fait ouais, c'est tout ce cheminement. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver, je pense, à un moment donné, à se retrouver au 12,
avec ces du 2 au 12, ces 10 trous qui se sont déroulés et qui ont été mal, on n'a pas bien trouvé le pourquoi du comment, et que ça s'est mis à faire de la réaction en chaîne, et on se retrouve à un moment où plus rien n'est contrôlable en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une chose que j'aimerais bien vraiment faire Alors, passer comme. ouais, Sabestien qui nous dit la décision est l'acte le plus déterminant. Bien sûr, Effectivement, bien sûr, bien sûr. Le- Mais je dirais même que vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision du tout, quoi. La décision est le plus important. Euh, Moi, ouais, il je y a un préfère. champion d'ailleurs, parce que ton livre est truffé de citations de grands champions, et notamment un des champions qui évoque ce sujet-là, voilà, de dire vaut mieux enfin, une décision prise, même si elle est mauvaise, que pas de décision en Ah fait. bah oui, 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 oui. L'absence de décision, il n'y a rien de pire. Mais je sais plus, c'est un vieux golfeur. Je crois que c'est Walter Hagen que je cite. Et il dit, je préfère avoir une bonne décision mais le mauvais club Mm. que, que, que le bon club mais pas de décision du tout, quoi. Tu vois, au moins la balle, elle va aller quelque part. Elle sera trop courte ou trop longue, mais au moins il y aura un coup, quoi. Tu vois, Ouais. en fait, ils sont tous là-dedans. Tous, tous. La décision, c'est vraiment le truc, hein. Tous les sportifs de bon niveau que j'ai pu fréquenter, c'est tous des gens qui ont des décisions et qui sont conscients d'eux-mêmes. Pour moi, Ouais, c'est ça prendre des qui est. décisions, avoir conscience, c'est la base des bases, quoi. Écoute, tu vois, on pensait peut-être, mais c'est tellement large et tellement intéressant que le temps passe. On est déjà Oui. à l'heure de l'émission, donc je vais te remercier pour toutes ces informations. Je vais simplement ajouter, avant de te donner le mot de la fin, mais que bah, dans le livre, il y a aussi plein d'autres choses pour justement découvrir un peu qui on est, comment on fonctionne, avec tout un tas de notions sur la manière de viser, sur la manière de voir les choses, sur même un petit peu des notions de posturales par rapport à des profils. Alors, on n'est pas sur des notions de nécessairement des profils morphotypes et autres, sur d'autres Non, sujets non, non. qui sont dans le mental et qui aident beaucoup. Donc vraiment, alors je voulais te remercier encore une fois de m'avoir fait l'honneur d'être à cette émission. C'était super intéressant. Et puis je te laisse clôturer l'émission avec ton mot de la fin ou ton. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire aux golfeurs? En fait, si vous allez dans n'importe quelle practice au monde, et surtout en France, vous allez trouver des gens qui répètent, et qui, au fond, le but, c'est d'automatiser leurs gestes. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est ne plus avoir à penser à leurs gestes. Le problème, c'est que pour ne plus penser à leurs gestes, ils pensent tout le temps. C'est mets tes pieds comme ça, mets tes mains comme ça, monte comme ci, fais comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Le problème, c'est que vous n'automatiserez jamais rien du tout en pensant tout le temps. La seule chose qu'on automatise quand on pense tout le temps, c'est le système de pensée. Donc vous pouvez pas passer votre temps à l'entraînement en train de penser à tout et arriver sur le départ du 1 et être ce qu'on appelle inconscient compétent, c'est-à-dire jouer en automatique. Ça ne marche pas. Par contre, tout ce que vous faites dans la vie qui fonctionne, vous le faites en inconscience compétente. Vous conduisez, vous faites du vélo, vous faites du ski, vous nagez et vous ne réfléchissez pas à tout ça. Donc, à l'entraînement, prenez du temps pour ne pas réfléchir. Simplement jouer, simplement avoir une cible et envoyer la balle là-bas. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe pour tout cet apport et toutes ces informations. Et je Bon, vous conseille vivement, vivement, vivement de commander le livre de Jean-Philippe, parce que c'est vraiment truffé de plein de choses, et c'est tout simplement plein de bon sens, donc à appliquer sans modération. ben merci à toi, Charles.
Bah, c'est moi, merci beaucoup. Et puis écoute, à très bientôt. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Et je vous dis à la prochaine dans une quinzaine de jours. Et on vous fera la surprise du prochain invité. Merci Jean-Philippe, à bientôt. À Salut. bientôt. Ciao.